Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Christelle, je suis sage-femme et je vais co-animer ce soir avec Béatrice une conférence sur la santé cellulaire et l'aide qu'elle peut apporter dans les troubles autistiques, les DIS, les TDAH ou les troubles psychiatriques. Pour nous accompagner dans cette présentation, nous remercions pour leur implication Véronique Chouteau, mais aussi Brigitte Gosselin et Pierre Buis, tous deux présents ce soir avec nous. Nous vous les présenterons avant chacune de leurs interventions. Vous aurez peut-être des questions au cours de la soirée et nous vous invitons à les écrire sur le chat. Nous y reviendrons en fin de conférence. Alors, chacune de notre côté avec Béatrice, et pour des raisons différentes, la santé cellulaire a grandement amélioré nos vies et c'est avec plaisir que nous présentons ensemble ce concept depuis près de 2 ans maintenant. Nous allons donc parler de nutrition et de micronutrition, mais aussi de cellules. Bien qu'aujourd'hui, nous savons qu'il est important d'avoir une alimentation saine, vivante et la plus naturelle possible pour conserver une bonne santé, ce n'est malheureusement plus suffisant. Comme le cite le docteur Gary Samuelson, le corps ne connaît pas la maladie, il est seulement confronté à des déséquilibres cellulaires. Alors, nous allons voir ensemble comment la santé cellulaire peut être un soutien aux personnes souffrant de troubles psychiatriques, de syndromes dépressifs, de troubles de l'attention, de tous les 10, des TDAH et de troubles autistiques. Donc, très rapidement, quelles sont les définitions de ces troubles et pour commencer, quelle serait la définition du trouble psychiatrique? Eh bien, le trouble psychiatrique ou trouble psychique désigne un ensemble de troubles psychologiques dont les origines peuvent être très différentes, entraînant des difficultés, des souffrances et des troubles émotionnels et du comportement dans la vie d'un individu qui vont souvent rendre les rapports avec autrui difficiles. La dépression, elle, constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, une sensation de fatigue et un manque de concentration. Les troubles 10 sont des troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent. Ils apparaissent au cours du développement de l'enfant, avant ou lors des premiers apprentissages et persistent à l'âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale et peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Leur repérage, leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants. Le TDAH ou trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité de l'enfant, est défini par l'association d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité. Ces symptômes ont une répercussion importante sur la vie quotidienne, en particulier s'ils sont associés à d'autres troubles. Enfin, les troubles du spectre autistique, encore appelés TSA, sont des troubles du développement d'origine neurologique. Ils se manifestent principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations. D'après les résultats obtenus dans le cadre de diverses études, chaque année, le nombre de personnes souffrant de troubles autistiques, de troubles de l'attention ou de troubles 10 augmente de façon notable. Ce phénomène peut s'expliquer en partie par le fait que nous disposons maintenant de méthodes diagnostiques plus efficaces et que les critères diagnostiques ont changé. Cependant, la hausse du nombre de cas est très élevée, ce qui laisse supposer que des facteurs environnementaux pourraient en être la cause. Mais ils sont différents partout à travers le monde et changent avec le temps, d'où la difficulté à prendre en charge ces différents troubles de façon uniforme. Alors, nous allons maintenant vous présenter ce qu'est la santé cellulaire. Vous n'entendrez pas d'allégation médicale car nous ne sommes pas médecins, mais la santé cellulaire a été mise au point par une équipe de scientifiques et a fait l'objet d'un livre, La santé cellulaire, des docteurs Jean-Louis Vidalot et René Olivier. Nous ne parlerons pas non plus de médicaments, mais de super aliments que la nature nous offre.
et vous verrez comment la santé cellulaire peut être une aide dans tous les troubles que nous avons évoqués. Nous vous proposons de donner la parole à Arnaud qui va vous partager ce que la santé cellulaire a changé pour sa fille. Donc effectivement, je suis Arnaud, papa d'une petite Marine qui a été, diagnostiquée, en octobre 2020, de troubles autistiques, de type Asperger et caractérisée par des troubles légers avec des symptômes modérés. Donc, on est sur un état léger avec des signes extérieurs, un petit peu plus, apparents. Au début, Marine, en gros, on avait, des soupçons, d'un état de ce type, parce qu'il y avait pas de relation sociale avec d'autres enfants. Elle ne parlait pas, elle ne voulait pas qu'on la regarde, elle avait du mal à s'incorporer avec son environnement, surtout principalement hors de la maison. Son cocon, on va dire, de confiance était vraiment la maison et puis nous, ses parents. Elle ne supportait pas également le bruit, la lumière, même les jouets qui étaient, dynamiques, donc des petites peluches qui bougent, qui font de la lumière et tout, qui s'allument, ça ne pouvait pas le faire. Heu, il y a tout l'aspect également motricité, où elle a marché très tard, on parle de plus de 2 ans, elle avait une appréhension sur tout ce qui était, sauter, courir, vélo, draisienne et cetera. Donc très difficile de déclencher, un attrait sur la psychomotricité, comme on peut voir des fois des enfants à 2-3 ans qui peuvent le faire. Aujourd'hui, Marine, elle a 5 ans et donc du coup, on parle de ça il y a 1 an et demi, donc elle avait, un peu moins de 4 ans. On a commencé, par mettre en place, un régime, sans gluten. On a vu qu'il y avait des liens, sur la partie, justement, troubles autistiques et c'est pour ça qu'on a commencé, à l'appliquer à Marine, sachant que nous-mêmes, on avait, déjà testé ce type de régime justement par rapport aux troubles intestinaux, et aux différentes, pathologies qui sont, également, affectées, notamment tout ce qui est, hem, les maladies, chroniques, donc par rapport à l'arthrose. Et du coup, on a vu qu'il y avait un bénéfice, mais c'était pas forcément très notable et derrière, on a eu la chance de nous présenter le concept de phycocyanine avec, justement le filtrage d'eau et cetera et c'est ce qu'on a décidé de mettre en place justement, par la suite. Donc, là, on se situe à peu près en mars et au bout de 1 à 2 semaines, on a déjà vu des améliorations qui étaient notamment des baisses de crise, de cris d'angoisse et cetera et on a même eu un retour de sa maîtresse, 1 semaine après qui, nous a dit, «Bah, qu'est-ce que vous avez fait du coup avec Marine?» Alors elle était au courant de son état. Mais du coup, elle nous a posé la question parce que, elle avait vu une amélioration, de son état justement et de ses interactions avec les autres, heu, au bout de 3 semaines et donc elle a été, intriguée. Donc on lui a expliqué et petit à petit, en fait, l'état de Marine s'est amélioré et au bout de quelques mois, on a même eu la psychomotricienne qui nous a fait également un retour, donc une professionnelle de santé, du coup, qui nous a fait un retour comme ça, c'était plutôt une bonne chose. On voyait vraiment concrètement qu'il y avait des améliorations et elle n'avait plus autant d'angoisse, pour tout ce qui était, vestibulaire. Donc justement les appréhensions de sol, mobile ou ce genre de choses et elle prenait ça sous forme de jeu, notamment le jeu de la poutre ou des trucs comme ça. Donc du coup là, on était vraiment très contents de cette amélioration d'état et aujourd'hui, heu, elle s'amuse à faire de la draisienne, du vélo, elle a une interaction sociale avec les enfants de sa classe, comme une petite fille normale. On
pas plus longtemps que le week-end dernier, elle était à un anniversaire justement d'une copine. Donc il y a eu vraiment un élan d'évolution dans son trouble qui aujourd'hui est aux alentours de 10% de ce qu'on a connu justement il y a plus d'un an et demi, 2 ans. Et, euh, et donc aujourd'hui, elle consomme de la phycocyanine, des oméga 3 et de l'eau filtrée. Et nous maintenant également toute la famille en consomme suite à ça pour justement essayer d'harmoniser toute la famille sur le même élan. Merci beaucoup Arnaud pour ton témoignage et je laisse maintenant la parole à Élodie qui va vous partager son parcours. Alors, bonjour à tous. Je suis la maman de Nalia qui a eu un diagnostic retard de développement et des acquisitions à l'âge de 2 ans et un diagnostic trouble du spectre de l'autisme à 4 ans. Aujourd'hui, Nalia a 8 ans et c'est vrai que dès qu'on a eu le diagnostic TSA, sur les conseils d'un ostéo, on a fait quelques modifications alimentaires. Dans un premier temps, on a retiré le sucre, ensuite le gluten et les produits laitiers. Et rapidement, on a constaté des changements chez notre fille, des changements au niveau digestif, au niveau du comportement et aussi au niveau du sommeil. Alors c'est vrai que c'était pas forcément simple à mettre en place, surtout que Nalia était accro au sucre, à certains aliments en tout cas qui pouvaient être très sucrés, à certains aliments comme les yaourts. Enfin voilà, ça a été compliqué. Donc on relâchait, on avait des moments où on relâchait. On a eu fait des écarts et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait un écart, et ça rechutait. Ça régressait, donc finalement, ça nous a un peu poussé à continuer. Et en voyant ces améliorations sur ma fille, j'ai voulu creuser un petit peu plus sur le sujet. En tout cas, j'ai vraiment souhaité comprendre le lien entre alimentation et autisme, le lien plus globalement du coup entre alimentation et tout type de troubles. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée sur les livres de Nathalie Champoux, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2019, ou encore sur le livre de Christine Buscalon, et sur plein d'autres bouquins, sur des vidéos qui m'ont en fait amenée aujourd'hui à me former à la naturopathie. Nous poursuivons toujours une alimentation qui semble être la meilleure pour notre fille à l'heure d'aujourd'hui. Et qui dit dans alimentation, il y a bien entendu l'eau qui finalement est la base et les micronutriments. Alors, quand la santé cellulaire s'est présentée à moi l'été dernier, je me suis dit, allez, pourquoi pas. On est sur du naturel, donc au pire, ça n'apportera rien de plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque que ça vienne perturber les choses. Donc voilà, on s'est lancé l'été dernier et au bout d'une semaine d'eau filtrée, on a été surpris parce qu'on a constaté de nouveaux résultats. Nalia, en fait, elle prenait 30 points sur son bilan. On a ensuite enchaîné avec la détox via la phycocyanine et à nouveau 30 points de plus sur les résultats du bilan. Ce qui a été vraiment le plus surprenant, je dirais, c'est au niveau des angoisses et de tout ce que ça pouvait entraîner. Que ce soit le lien vers l'inconnu, quitter un lieu, c'est quelque chose qui pouvait effrayer Nalia. À l'heure d'aujourd'hui, ça se fait avec une grande fluidité. Sur les cris, à l'heure d'aujourd'hui, elle crie quasi plus. Le grinçage des dents, Nalia, elle pouvait grincer des dents dans la journée, mais surtout la nuit. C'est quelque chose qu'on n'a plus non plus. Et sur la concentration également. La concentration à l'école, avant de démarrer le suivi, elle était à 5 minutes. Quelques semaines après, la maîtresse me disait, Nadia, elle reste posée maintenant 20 minutes sur une activité. Et pour terminer, je dirais sur les câlins, parce que ça a été déjà rien qu'en modifiant l'alimentation, on a eu nos premiers câlins. On en a pleuré évidemment. Et là, donc c'est quelque chose. Elle nous faisait des câlins, ça restait quelque chose d'occasionnel. Et là, en fait, c'est quasi tous les jours. C'est tous les jours, je dirais, qu'elle nous fait un câlin. Donc juste ça n'a pas de prix.
Enfin voilà, en tout cas, on avait déjà mis plein de choses en place qui avaient déjà permis des beaux résultats. Et là, avec ça en plus, ce concept de santé cellulaire, ça avait majoré les effets. Ça a majoré les effets en tout cas. Donc tout ça pour dire qu'en mettant bout à bout plein de choses qui ont, enfin tous ces changements, tous ces moyens, c'est là qu'on voit des résultats et que vraiment c'est un ensemble et que et que je pense qu'il ne faut pas se fermer l'esprit à mettre en place de nouvelles choses, surtout si elles sont naturelles. Merci à toi, Elodie. Alors, nous avons d'autres résultats à vous partager. Ces mamans préfèrent garder l'anonymat, mais elles nous autorisent à diffuser les feuilles de suivi de leurs enfants de respectivement 3 ans et 5 ans et demi. Alors, le premier bilan est réalisé avant même de débuter le concept. Il permet de faire un état des lieux, d'évoquer les problématiques de l'enfant et de déterminer les points à évaluer. Ce bilan se fait par téléphone et ce sont les parents qui évaluent en fonction de leur ressenti la note qu'ils donnent à leur enfant dans ce qui est évalué. Cet exercice est certes difficile et certains diront subjectif, mais ce qui est important d'évaluer ici, c'est bien la progression. Alors, regardez sur ce bilan d'un enfant que nous allons appeler Arthur. Donc, Arthur a 3 ans et pour l'échelle d'évaluation, hein, pour vous expliquer un petit peu, elle va de 0 à 10. Donc, les notes vers 0 sont les mauvaises notes. C'est comme à l'école. Le but est d'atteindre le 10 sur 10, d'avoir la bonne note. Alors, pour vous permettre de visualiser et d'avoir plus de visibilité, nous avons matérialisé en rouge ce qui est en dessous de 5 et en vert ce qui va de 5 à 10. Nous n'avons pas pu ici retranscrire les quelques 30 items qu'il y a par enfant, hein, mais certains principaux et communs à de nombreux bilans. Alors, la santé cellulaire commence toujours par un changement d'eau. On fait un premier bilan avant quoi que ce soit. Hein, le premier bilan se fait sans que rien ne soit changé. On fait un premier état des lieux. Et une fois que l'eau a été remplacée, que c'est une eau alcaline, microstructurée et antioxydante qui est consommée, on refait un bilan une semaine après. Ce qu'il a été remarqué, alors sur une trentaine d'items, hein, donc là, si on recompte, on ne retrouvera pas, s'il n'y a pas les 30 items, hein, vous voyez, on a à peu près la moitié. Par contre, ce qu'il a été remarqué chez tous les enfants avec des troubles autistiques, c'est qu'en moyenne, il y avait un gain de 30 points de confort. Voilà, c'est assez impressionnant juste sur l'eau. Ensuite, on va introduire progressivement la phycocyanine, alors avec des doses adaptées à l'âge de l'enfant, bien évidemment. Et la progression dans les doses se fait en fonction des résultats de l'enfant, de ses réactions, s'il y a un effet détox ou pas, et on évalue plusieurs items. Ce qui est important de remarquer, c'est que quand même, autant sur la feuille précédente, c'est le même enfant, hein, c'est Arthur. Hein, donc vous voyez qu'on avait quand même majoritairement de notes rouges à gauche pour progresser vers les notes vertes. Idem sur la page suivante. Et ça se retrouve bien sur les courbes. Alors, quand vous voyez des diminutions comme ça dans la courbe, hein, la courbe bleue, notamment au niveau des stéréotypies, on était à 1 mois du début du concept et effectivement, on attaquait une petite phase de détoxication avec de nouveau une majoration de certains troubles du comportement, de stéréotypie. Ensuite, au fil du temps, hein, avec l'augmentation des doses progressives, une fois que cette phase de détox a été passée, eh bien, on observe une amélioration. De même, sur les courbes suivantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut passer parfois dans certains items de 0 à 10. Ça a été le cas pour la position assise d'Arthur, qui n'acceptait pas du tout de s'asseoir. Du jour où il a accepté, eh bien, il l'a fait sans limitation dans le temps. Ça a été quelque chose d'assez facile, m'a dit sa maman, pour lui faire tenir le repas complet à table. Et ça, c'était tout nouveau et donc bien pratique pour commencer à introduire une alimentation un petit peu plus diversifiée, un petit peu plus équilibrée, puisque la maman d'Arthur me racontait que, ne voulant pas rester assis, souvent, il avait un petit bout de pain avec des choses à manger dedans, parce que voilà, c'était compliqué de le faire s'asseoir. De la même façon, le maintien du regard. Il ne tenait pas le regard ni avec ses parents, ni avec personne en fait, et du jour où il a fixé, eh bien, il y a eu cette tenue de regard et ça a été avec tout le monde. Voilà, donc il y a des choses comme ça assez impressionnantes qui vont être d'un bilan à l'autre, hein, d'une semaine à l'autre.
Ensuite, les items les plus spectaculaires. Alors, on va recouper tout ça avec le bilan d'Anatole qui a 5 ans. Donc, Anatole a bien progressé aussi dans certains points, hein, assez rapidement quand même. Une amélioration surtout du calme, de l'attention, une diminution des angoisses. On le retrouve ici aussi, hein, on a des courbes vraiment qui sont plus parlantes que les tableaux. Donc, diminution des angoisses et quelque chose dont vous a parlé Élodie, les câlins et les bisous, hein, ce contact retrouvé qui devient agréable pour l'enfant et bien sûr pour les parents également, évidemment. Alors, le but de cette conférence est de diffuser ces résultats afin qu'il n'y ait pas qu'une poignée d'enfants qui en profitent, hein. Le but, c'est vraiment de les partager afin que le plus grand nombre d'enfants et de familles puissent profiter de ce concept et avoir une amélioration de leur confort de vie. Alors, Béatrice, pourquoi parle-t-on de santé cellulaire? Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes composés de cellules agencées en tissus puis en organes. Au total, quelques 100 000 milliards qui fonctionnent et se régénèrent automatiquement sans que nous en ayons conscience. Et les scientifiques ont estimé que nous pouvions vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans s'il n'y avait aucun obstacle à ce renouvellement continu de nos cellules. Et comme vous pouvez vous en douter, des obstacles, il y en a, puisqu'aujourd'hui, on estime l'espérance de vie en bonne santé à 64 ans. Vous imaginez ? Et depuis 2019, l'espérance de vie tout court est en train de redescendre pour la première fois depuis bien longtemps. Alors, les obstacles majeurs à cette régénération sont au nombre de 4. Le premier problème majeur est notre hydratation. Nous sommes constitués de 70% d'eau et nous n'arrivons plus à hydrater correctement nos cellules. Selon l'OMS, la pollution de l'eau est responsable de 3,4 millions de décès chaque année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est utilisé plus de 20 produits chimiques dans l'eau du robinet pour la rendre potable. Et quant à l'eau minérale, comme chacun le sait maintenant, elle contient de nombreux perturbateurs endocriniens, mais aussi des particules fines de plastique. Ainsi, une année de consommation d'eau en bouteille entraîne une accumulation de plastique dans le corps équivalent à une carte de crédit. Le deuxième obstacle est la pollution. Avec l'industrialisation, on a produit énormément de chimie partout à l'échelle planétaire. Nous sommes passés de 1 million de tonnes en 1930 à 550 millions de nos jours. Et nous avons les mêmes reins, les mêmes poumons, le même foie et le même cerveau qu'en 1930. Et que trouve-t-on dans cette pollution qui soit largement incriminée dans les troubles que nous évoquons ce soir? Eh bien, ce sont les métaux lourds dont on parle ici. Et c'est Véronique Chouteau, naturopathe, nutrithérapeute, qui nous a fait part de son exposé. Alors, pour le reprendre, comment se contamine-t-on? Toute cette production de chimie se retrouve en effet dans l'industrie, mais aussi dans l'agriculture. Et quelle qu'en soit l'origine, les particules fines retombent sur la population, mais aussi sur les végétaux et les animaux et contaminent ainsi l'alimentation. Dans l'atmosphère, le plomb a longtemps été utilisé dans les peintures, l'essence et les canalisations d'eau potable. Le mercure, lui, rentrait dans la composition d'amalgames dentaires. Les vaccins peuvent également être une source de contamination possible. Donc, vous l'avez compris, les métaux peuvent être inhalés, absorbés et se trouver en contact direct au niveau cutané et notre organisme n'est pas capable de les éliminer totalement. Ils s'accumulent donc et perturbent la fonction des organes vitaux tels que le cœur, les reins, le foie et bien sûr le cerveau, en lien direct avec nos troubles. Et voilà pourquoi il est tellement important de se détoxifier. Autre point primordial, les métaux lourds déplacent les nutriments essentiels que sont les minéraux qui ne remplissent donc plus leur fonction biologique. Et les métaux toxiques ne peuvent en aucun cas remplir le même rôle que les minéraux essentiels. Par conséquent,
Leur présence perturbe toute l'activité biologique et biochimique indispensable au bon fonctionnement d'un organisme. Parce que leur impact se fait à un niveau si fondamental, les métaux lourds peuvent être des facteurs causaux dans littéralement tous les problèmes de santé, comme vous le voyez ici, où l'on retrouve la fatigue chronique, les maux de tête, les douleurs diverses, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, les réactions allergiques, et mettons l'accent sur l'impact qu'ils peuvent avoir au niveau de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression, l'instabilité émotionnelle, les troubles 10, l'hyperactivité et donc bien sûr les troubles autistiques. Et la réalité incontournable est qu'il est impossible à notre époque de ne pas être exposé aux métaux lourds. Alors, vous comprendrez pourquoi la détoxication est une étape fondamentale et vous allez découvrir comment la santé cellulaire peut soutenir l'organisme face à cette problématique. Merci Véronique pour ton intervention. Après avoir vu les deux premiers obstacles que sont l'hydratation et la pollution, nous allons voir le troisième qui est la carence en nutriments. En effet, depuis 1950, nous assistons à une accélération de l'industrialisation et de la culture intensive et notre alimentation ne nous apporte plus les nutriments dont nous avons besoin pour rester en bonne santé. Il y a donc au niveau de l'alimentation ce qu'il nous manque. On parle aujourd'hui de famine silencieuse. Alors, quel lien pouvons-nous faire entre la nutrition et le thème de notre conférence ce soir? Eh bien, pour ne citer que quelques exemples, il a été démontré que le déficit de vitamine B1 entraîne de la nervosité, le déficit en vitamine B6 entraîne une baisse de la production de neurotransmetteurs, dont la sérotonine. Le déficit de plusieurs vitamines peut entraîner des comportements antisociaux. Un déficit en fer, magnésium et zinc peut également être la cause des troubles que nous avons évoqués. Et puis, il y a ce qu'il y a en trop. Les colorants, les exhausteurs de goût, les additifs, les acidifiants et les édulcorants. Et ce dont on ne parle pas souvent, c'est tout ce qui est transformé, avec sur le banc des accusés le gluten qui a été tellement transformé que de ses 14 chromosomes initiaux, il en possède aujourd'hui 42. Notre corps ne s'est donc pas adapté à ce changement, ce qui entraîne chez beaucoup de personnes des hypersensibilités. Et ce n'est pas un effet de mode, c'est réel. Et d'ailleurs, de nombreux professionnels de santé recommandent les régimes sans gluten et sans protéines de lait de vache, ou encore sans sucre, lors de tous les troubles que nous avons évoqués, avec des améliorations du comportement très souvent constatées lorsque les régimes sont suivis. Alors, si vous n'avez pas encore exploré cette piste alimentaire, le premier conseil serait de vous rapprocher d'un professionnel de l'alimentation capable de vous accompagner pas à pas pour ces changements alimentaires. Et de façon plus spécifique, Brigitte nous parlera dans quelques instants du microbiote intestinal. La conséquence de ces 3 premiers obstacles est le manque d'énergie. Il faut comprendre que l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps est produite par les mitochondries à partir des macronutriments de l'alimentation et de l'oxygène que nous respirons. Par contre, la carence en micronutriments entraîne une baisse d'efficacité des mitochondries à produire cette énergie, provoquant de nombreux troubles physiques, mais aussi psychiques et émotionnels, ce qui nous ramène une fois de plus à notre sujet. Alors, heureusement, il y a des solutions à chaque obstacle et c'est ce qu'a mis au point une équipe de scientifiques sous le nom des 5 piliers de la santé cellulaire. Parce que vous l'aurez bien compris, notre corps a besoin de ces 5 piliers que sont l'hydratation, la détoxication, la micronutrition, l'énergisation et la communication.
et c'est ce système vertueux que l'on nomme la santé cellulaire. Alors, comment la mettre en place pour contrer les obstacles à la bonne santé que nous venons d'énumérer? Eh bien, la première chose à faire est d'agir sur l'hydratation. En effet, l'eau est notre premier aliment. Notre corps est composé de 65% d'eau répartie différemment selon les organes, comme vous pouvez le voir sur cette image. Une bonne hydratation agit sur la lubrification des yeux et du cerveau, régule la température. Elle aide aussi à transformer la nourriture en énergie, participe à la digestion et a des bienfaits sur la peau. Donc, si nous choisissons l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, nous buvons alors des eaux dites potables mais polluées. Nos cellules se remplissent de toxiques, elles fonctionnent beaucoup moins bien tel un objet rouillé et notre corps fonctionne beaucoup moins bien. La solution est la filtration. Il existe plusieurs systèmes de filtration pour rendre l'eau potable, mais ici, on parle de filtration pour obtenir une eau de santé qui va transporter les micronutriments au cœur de nos cellules et nettoyer notre organisme de ses déchets. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une eau de santé, me diriez-vous? Eh bien, c'est la science qui y répond. Il y a 50 ans, elle s'est penchée sur certaines eaux thermales réputées miraculeuses et en a déduit qu'elles avaient 3 points communs. Elles sont alcalines, antioxydantes et microstructurées. Alcaline signifie que leur pH est supérieur à 8. Cela permet de rétablir l'équilibre acido-basique de notre corps malmené par la vie moderne. Antioxydantes signifie qu'elles ont une teneur élevée en ions négatifs, contrecarrant ainsi les effets néfastes des radicaux libres. Et microstructurées signifie que ce sont des eaux superhydratantes. Les molécules d'eau qui les composent sont agglutinées en petites grappes de 4 à 6 molécules, les rendant ainsi plus assimilables par les cellules, contrairement aux plus grosses grappes caractéristiques des eaux en bouteille et de l'eau du robinet. La détoxication, c'est la phycocyanine qui va nous permettre de la mettre en place. Elle est l'un des 3 pigments antioxydants de la spiruline. La phycocyanine est le pigment le plus abondant et peut représenter jusqu'à 15% de la spiruline. Il en existe 2 autres dans la spiruline, la chlorophylle et les caroténoïdes. La phycocyanine est très caractéristique par sa couleur bleu cyan. Alors, plongeons à la découverte de cette molécule méconnue. La phycocyanine est une association de protéines de la famille des phycobiliprotéines et de pigments hydrosolubles de la photosynthèse, les phycocyanobylines. Elle est remarquable par sa structure car à un atome près, elle est identique à l'hémoglobine, sang du monde animal, et à la chlorophylle, sang du monde végétal. Classée dans la famille des antioxydants, elle est située dans la spiruline sous différentes couches membranaires, thylakoïdes et chlorophylle. L'extraction de la phycocyanine consiste à casser ces membranes pour la libérer. S'ensuit une purification à l'eau osmosée qui permet d'obtenir une phycocyanine liquide et purifiée. De la qualité d'extraction dépend sa couleur. Plus il y a de membranes à rompre pour la libérer et plus les composés seront difficilement assimilables par l'organisme. Elle sera d'un bleu cyan profond lors d'une extraction complète, donc d'excellente qualité. À l'inverse, si l'extraction est incomplète, elle sera d'une couleur bleu-verte due à la membrane de la chlorophylle. C'est pourquoi vous entendrez souvent dire que la phycocyanine est 7000 fois plus biodisponible que la spiruline. Pourquoi consommer de la phycocyanine et de préférence liquide? La version liquide facilite l'assimilation par la paroi digestive, permettant à la phycocyanine de passer de façon optimale dans le sang.
Il y a aujourd'hui plus de 800 études dans le monde scientifique et médical sur cette remarquable molécule, dans des domaines aussi importants que la lutte contre le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et c'est probablement la molécule naturelle la plus prometteuse de nos jours. Les rôles de la phycocyanine seraient de stimuler la production des cellules souches avec un effet EPO-like, d'arrêter le développement des cellules anormales, de moduler le système immunitaire et endocrinien, d'être antioxydante, anti-allergique et anti-inflammatoire, de prévenir les dégénérescences neurologiques, d'augmenter la capacité d'attention et l'énergie générale, et de détoxifier. Les dernières recherches scientifiques ont montré que c'est à la phycocyanine libre qu'on doit principalement ses propriétés de détox et de régénération cellulaire tellement importantes. Les bienfaits de la phycocyanine sur la santé sont intimement liés à ceux de la spiruline. Alors ici, nous allons donner la parole à Monsieur Pierre Buy. Pour vous le présenter, nous pouvons dire qu'à l'instar d'Obélix tombé dans un chaudron de potions magiques, Pierre Buy, lui, est tombé dans un bassin de spiruline il y a 25 ans. Son parcours l'a amené à travailler avec des scientifiques malgaches investis dans la construction de bassins de spiruline pour lutter contre la famine. Lui-même producteur, il a commercialisé ses cachets de spiruline auprès de pharmaciens, de médecins et dans le monde du sport. Les hasards de la vie l'ont fait rencontrer le docteur Jean-Louis Vidalot, médecin référent dans les microalgues. Depuis ce jour, il est en constante quête intellectuelle de ce que cette microalgue peut apporter et suit de très près les nombreuses études en cours dans le monde médical. Alors Pierre, pourrais-tu nous faire part de tes réflexions sur ce que la phycocyanine pourrait apporter aux personnes ayant les troubles que nous avons évoqués? Mais pour schématiser et pour revenir sur ce que j'ai entendu concernant la détox, effectivement, la phycocyanine va agir, entre autres, sur l'ensemble des émonctoires. En premier, le foie, c'est la pièce maîtresse. Alors, pour ceux qui connaissent les déplacements des pièces sur un échiquier, je dis souvent que la phycocyanine, la phycocyanine est à notre corps ce que la reine est aux échecs. C'est-à-dire qu'elle fait tout. Voilà. Et donc, en termes de détox, elle est hépato et néphro, c'est-à-dire foie et rein protectrice, hépato et néphro réparatrice. Entre autres via les fameuses cellules souches dont tu as parlé tout à l'heure. Là aussi, ce que je dis, c'est plus que documenté. Alors, il s'agit de cellules souches qui sont adultes, mais non différenciées. Et lorsqu'on consomme de la phycocyanine, ça démultiplie le nombre de ces cellules prêtes à venir remplacer une cellule défaillante dans le corps. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une régénération cellulaire accélérée. Cette fameuse phycocyanine va jouer un rôle très important contre le stress oxydatif. Parce que dans ce cas-là, les neurones, c'est pas un par un qui meurt, c'est par millions. Donc, si on veut lutter contre certaines dégénérescences neuronales et de problèmes cognitifs, il vaut mieux stopper le plus vite possible. Le stress oxydatif, c'est une réaction en chaîne qui pose de gros problèmes. Et donc, Pierre, excuse-moi de t'interrompre, c'est là qu'on peut faire directement le lien avec nos enfants atteints de tous ces troubles. C'est là, en faisant ça, que la phycocyanine agit. C'est pour ça qu'on a d'aussi beaux résultats avec ces enfants atteints de troubles autistiques. C'est sur ces propriétés-là? Pas que. Parce que, je sais plus qui en a parlé tout à l'heure, la chélation des métaux lourds. Alors là, effectivement, la chlorophylle a une grande fonction, les caroténoïdes, mais aussi les polysaccharides soufrés que contient la spiruline, mais la phycocyanine
c'est très important pour chélater les métaux lourds. Alors, ce qui a été dit précédemment concernant les métaux lourds, en fait, on se retrouve, c'est le syndrome de l'ours blanc. Hein. Les métaux lourds se stockent dans le gras. Et là où nous avons le plus d'acides gras, c'est dans le cerveau. Et ces fameux métaux lourds passent la barrière hémato-encéphalique et viennent dérégler un tas de mécanismes. On a parlé des maladies 10, mais pas que. Hein. Et donc le fait de chélater ces métaux lourds, parce que effectivement, l'idéal serait de les éviter. Mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. Selon l'endroit où on vit, mais bien les pollutions, hein, le nuage de Tchernobyl était là pour nous le rappeler. Les pollutions font autour du monde hein, et se déposent. C'est pas toi qui vas décider où ça se dépose. C'est de partout. La preuve, le fameux mercure, on le retrouve dans tous les océans du monde, même dans la moindre petite mer, on le retrouve de partout, ce mercure sous forme de méthyle. Donc plus vous mangez des poissons prédateurs et gros, c'est le problème de l'ours blanc. Lui, il mange des phoques qui, eux, ont concentré le mercure avec des plus petits poissons et il se prend un shoot de mercure et il sait pas d'où ça vient. D'accord, ok. Voilà. Au niveau de la chélatation, c'est hyper important. D'accord, on comprend bien donc le rapport entre la phycocyanine et donc la problématique de ce soir. Merci beaucoup Pierre. Je te relaisse la parole Béatrice. Merci Pierre pour ces précieuses informations et maintenant, voyons le pilier de la nutrition. Alors, une fois nos cellules bien hydratées et nettoyées de leurs toxiques et toxines, nous allons les renourrir par la micronutrition avec un trésor de la nature qui est la spiruline. C'est une microalgue d'eau douce de la famille des cyanobactéries. Elle est gorgée de 114 nutriments tels que des vitamines, des minéraux et des oligoéléments, des fibres, des pigments, des enzymes, des glucides, des lipides et 60% de protéines. Elle est d'ailleurs connue des végans pour cela. C'est pourquoi elle est notre meilleur carburant au quotidien. Et la particularité de cette spiruline est qu'elle est produite dans des photobioréacteurs, c'est-à-dire dans un milieu fermé, monitoré, contrôlé avec une eau de source filtrée en osmose inversée. Et tous les paramètres assurant une bonne croissance de cette algue, à savoir la température, le pH, le spectre lumineux, sont aussi contrôlés afin de garantir une spiruline de qualité nutritionnelle et sanitaire inégalée sur le marché. Alors, pourquoi autant de précautions à la culture de cette microalgue alors qu'aujourd'hui on voit se multiplier les fermes à spiruline? C'est tout simplement parce qu'elle a une particularité que peu de gens connaissent. Écoutez bien. Elle a la capacité de capter tous les polluants et métaux lourds de son milieu de culture. C'est pourquoi les photobioréacteurs répondent aux exigences nutritives et sanitaires de la culture de la spiruline. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, la différence de culture impacte grandement la qualité. La spiruline est consommée pour 2 raisons. Combler les carences et détoxifier l'organisme. Mais qu'en est-il du label bio, me diriez-vous? En effet, concernant la spiruline, le label n'est pas de mise parce que ni l'eau ni l'air ne peuvent être considérés comme biologiques. Et si vous trouvez en magasin de la spiruline estampillée bio, regardez bien sa provenance. Il est souvent spécifié hors Union européenne. Et en réalité, cette spiruline est importée de Chine ou d'Inde, les 2 pays les plus pollués. Une étude menée par 2 chercheurs sur 1567 écoliers a démontré l'intérêt de la supplémentation en spiruline lorsqu'ils ont observé une amélioration spectaculaire des résultats scolaires de 81%. Leur conclusion et qu'une telle amélioration est due aux nutriments indispensables au bon fonctionnement cérébral.
Une autre étude sur les effets bénéfiques des algues a démontré une amélioration du comportement des enfants. Ceux-ci étaient moins agressifs, moins déprimés et moins angoissés. Et les capacités de concentration, de mémorisation et d'apprentissage se sont retrouvées améliorées. Parallèlement à ça, il a été observé une réduction des taux toxiques d'aluminium. Et cela nous ramène donc à une problématique des métaux lourds. Pierre, voudrais-tu s'il te plaît compléter ce que je viens d'expliquer sur cette spiruline que tu affectionnes tant? Oui, bah écoute, tu as passé un premier visuel avec un petit A et la composition de la spiruline. Alors écoute, moi personnellement, il y a 25 ans et demi, j'ai compris dans un centre de renutrition à Madagascar comment un élément microscopique pouvait sauver des vies. Il suffit de regarder sa composition. Ça correspond exactement au fond nutritionnel dont tout le monde a besoin tous les jours, à savoir protéines, lipides, glucides, vitamines, oligo-éléments, etc., etc. Elle a tout ça, et c'est là l'originalité, c'est que tout ça est apporté en synergie. C'est-à-dire que certains acides aminés, on va en prendre un au hasard, hein, le tryptophane par exemple, très important pour produire la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est un antidépresseur naturel aussi. Le tryptophane, il est fragile. Et tout ce petit monde se protège. On a la vitamine E qui est antioxydante, qui va permettre de protéger tout ça, le bêta-carotène, la phycocyanine. Donc c'est la synergie de tous ces éléments qui font qu'elles sauvent des vies, quoi. C'est pas quelque chose de banal. C'est extraordinaire. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'est le super aliment le plus ancien du futur. Alors, pourquoi du futur? On a commencé à redécouvrir la spiruline dans les années 60 hein, par sa richesse en protéines. Mais pas n'importe quelle protéine. 60 à 70% de son poids de la protéine. Il n'y a pas d'équivalent. Le bœuf, le soja, tout ça, on est entre 18 et 25% maximum. Mais l'originalité, c'est que tous les acides aminés essentiels, il y en a 8 pour les adultes et une dizaine pour les enfants jusqu'à 10-11 ans, elle les a tous. Et ils sont hyper importants. Et c'est pour ça que les végétariens connaissent la spiruline depuis longtemps, justement pour le complément en protéines de qualité. Alors quand je dis pourquoi du futur, parce que deux choses. C'est une cyanobactérie. Elle n'a pas de reproduction sexuelle. Il n'y a pas de parade nuptiale et tout ça, de gestation 6 mois et tout ça, pas du tout. Quand les conditions sont là, elle se divise en deux, c'est une bactérie, hein, elle se divise en deux toutes les 7 heures. C'est-à-dire, prenons l'exemple, on a 1 tonne de biomasse, 7 heures après, on en a 2. Avec le bœuf, on a beau le couper en deux, il n'y aura jamais que 2 morceaux. Hein. Idem avec le grain de riz ou le soja, pareil. Et à l'avenir, bon, nous avons tous, chacun de nous, besoin de 2 grammes de protéines par kilo de poids. Il suffit de mesurer le poids de la population mondiale, multiplier ce poids par 2 grammes par kilo, et on a le tonnage dont on a besoin et on aura besoin. Avec le bœuf, l'eau, les polluants, les vaccins, les ci, les ni, les là, les surfaces, ce sera pas possible. Par contre, la spiruline, oui. Oui. Et ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Si il y a un programme entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, qui s'appelle MELISA, hein, qui a débuté dans les années 80, donc c'est pas hier. Hein. Objectif, nourrir les astronautes dans les stations orbitales et les voyages sur Mars, et faire de l'oxygène, ce qu'elle a fait sur Terre,
il y a 3 milliards et demi d'années. Donc, c'est vraiment le super aliment du futur. On a beau tourner dans tous les sens, on va y revenir. Jusqu'à présent, bon, elle était plus connue par les ONG en Afrique et ailleurs pour justement lutter contre la malnutrition et sauver des vies, oui. Mais dans les pays du Nord, par exemple, là, il y a une très mauvaise alimentation, suralimentation, des carences et tout ça. Parce qu'en fait, ce que fait la spiruline, même si quelquefois ça paraît assez miraculeux, elle fait pas de miracle, hein. Simplement, elle va combler toutes les carences. Après, c'est une gestion de la quantité, hein. Mais moi, je suis bien placé pour vous en parler. Depuis 25 ans et demi, je consomme de très grosses quantités, sans modération, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de mon entourage, hein. Et à mon âge, bon, les médecins, ils ne me voient pas, hein. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, on peut comprendre dans ces conditions tous les avantages de cette cyanobactère, comme tu le dis, pour les enfants qui ont ces carences, des dérèglements, et donc ça nous ramène à notre sujet de ce soir. Et je voudrais rajouter un élément qui est important, surtout pour le sujet de ce soir, c'est que la spiruline est un prébiotique et un probiotique. Et tous les syndromes autistiques et autres problèmes neurologiques, bon, les 2 kilos de bactéries de notre intestin qui fonctionnent avec à la louche un petit 600 millions de neurones que moi j'appelle le premier cerveau et pas le deuxième, tout ça est conditionné par un bon équilibre de la flore intestinale. Donc, toutes les solutions, parce que il y en aura plein pour s'occuper de ces syndromes, mais je dirais en premier, arrêter la dysbiose, parce que tous les problèmes viennent de là. Bon, j'invente rien, Hippocrate l'a dit 500 ans avant JC, donc tout vient de là. Merci Pierre pour ces explications. Pour le dernier pilier de la communication, nous avons besoin d'agir à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est agir sur la souplesse des membranes cellulaires, car c'est par les membranes que les cellules communiquent entre elles. Pour cela, nous allons utiliser les oméga 3 qui sont des acides gras polyinsaturés dits essentiels. Les oméga 3, aussi connus sous le nom d'huile de poisson ou même de krill qui est encore mieux assimilée, présentent une longue liste de bienfaits pour la santé, dont des propriétés anti-inflammatoires et antidépressives. Les oméga 3 constituent une famille d'acides gras qui sont essentiels au développement et au bon fonctionnement du corps humain. Et comme notre organisme ne sait pas les fabriquer, une alimentation de qualité est indispensable pour les apporter. Le précurseur de la famille des oméga 3 est l'acide alpha-linolénique. Il est indispensable et doit être apporté par l'alimentation. À partir de ce composé, l'organisme synthétise d'autres acides gras, notamment le PA et le DHA. Quels sont les effets sur la santé? Les oméga 3 sont nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, du système nerveux et du cerveau. Des apports suffisants en oméga 3 sont donc primordiaux à tout âge de la vie et plus encore lors d'une grossesse, d'un AVC, de pathologies dégénératives, sans oublier tous les troubles qui nous réunissent ce soir. Par ailleurs, les données récentes montrent que le PA et le DHA suggèrent un effet positif sur la santé mentale, donc utile en cas de dépression, de démence, de maladie d'Alzheimer et de troubles psychiatriques. La relation entre la consommation d'oméga 3 et l'adaptation au stress ou à l'anxiété se précise. En 2011 déjà, une équipe de chercheurs de l'INRA et de l'INSERM a montré chez le rongeur que la carence en oméga 3 favorisait leur stress. Or, ce sont les oméga 3 qui permettent la fabrication de certaines molécules modulatrices du stress, les cannabinoïdes. Mais pourquoi parler de cannabinoïdes, Béatrice? Le système cannabinoïde
ou ECS, est un système biologique composé de neurotransmetteurs. Et pour mieux comprendre les liens entre anxiété et cannabinoïdes, l'équipe de chercheurs a poursuivi ses expérimentations sur les rongeurs. Et il est mis en évidence pour la première fois la relation directe entre production de cannabinoïdes et le développement de troubles anxieux face à un stress chronique. Ces travaux ont fait l'objet d'un article publié le 21 juillet dans la revue Cell Reports de 2016. Les cannabinoïdes jouent un rôle important dans la motricité, les apprentissages et la mémoire, les émotions, le stress et les troubles du sommeil, mais aussi les comportements addictifs et la modulation de la douleur. Ainsi, ces résultats offrent de nouvelles pistes pour développer des stratégies pharmacologiques et nutritionnelles dans la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, pour résumer, un bon apport en oméga 3 permettra une bonne production de cannabinoïdes. Il en découle une meilleure gestion du stress, du sommeil et de l'anxiété primordiale pour tous les troubles qui nous réunissent ce soir. Le deuxième niveau de communication important est le microbiote intestinal. Et c'est Brigitte Gosselin qui va vous l'exposer. Brigitte est docteur en pharmacie et a exercé dans sa propre officine de 1991 à 2007. Puis, elle quittera le métier pour se tourner vers la naturopathie. Elle proposera dès 2008 des consultations en aromathérapie et en fleurs de bac, tout en intégrant en septembre l'école Marcheseau d'Argère Univers. Elle est également enseignante de son art et va vous partager des notions primordiales sur le microbiote intestinal. Je te laisse donc la parole, Brigitte. Merci beaucoup. Je remercie également Pierre Buis d'avoir fait cette belle introduction sur le microbiote, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être la grande découverte, notamment de ces 10 dernières années. Selon les scientifiques, il est urgent de se pencher sur ce qu'on appelle le microbiote. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire bactéries, champignons, protistes, qui vivent dans nos intestins et qui vont contribuer largement à notre immunité. Alors, nous hébergeons environ 40 000 milliards de bactéries et si on regarde un peu de près, c'est à peu près autant que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Donc, c'est énorme d'avoir encore le double, si vous voulez, d'éléments apportés qui viennent de l'extérieur, ce qui montre vraiment l'importance de cette collaboration entre ces bactéries et notre organisme. Il faut se rendre compte qu'on a 100 fois plus de gènes dans le microbiote intestinal que dans le génome humain, c'est-à-dire les interactions. Et le poids représenté, comme disait Pierre Buis tout à l'heure, de ce microbiote intestinal est de l'ordre de 2 à 3 kilos chez un adulte. Ce n'est pas rien. Et si on regarde de près, ces derniers temps, on s'intéresse principalement à ce microbiote intestinal, mais nous avons encore plein de secrets à lever. Et j'inviterai les chercheurs à les poursuivre aussi du côté des autres microbiotes, parce que nous avons d'autres microcosmes qui collaborent avec nous. Il y a notamment le microbiote vaginal, il y a également le cutané, le respiratoire et le mammaire, qui risquent encore de nous ramener des surprises et de nous permettre de faire pas mal de liens. Alors, ce qui est ultra important, c'est vraiment la façon dont on constitue son microbiote, et ceci notamment les 3 premières années de sa vie. Alors, vous serez peut-être surpris de savoir que dans les 3 premières années de vie, je compte la grossesse, c'est-à-dire ça se passe de la conception à peu près aux 2 ans de l'enfant. Alors, sur ce schéma, vous allez voir tout ce qui est en bleu foncé. La première partie, c'est le microbiote qu'on se constitue dans le ventre de la maman. Le bleu clair, c'est notamment les 2 grandes premières années de vie, donc l'alimentation que reçoit l'enfant au démarrage. En vert clair, vous avez une forme de stabilité qui correspond au microbiote de l'adulte. Et après 50 ans, on arrive un petit peu sur le déclin, donc en vert foncé. Avec l'âge, nous avons notre microbiote qui traîne un petit peu et qui a un peu plus de mal. Voilà, je vous invite à regarder la diapositive suivante.
En fait, je vous disais, ce qui est ultra important, c'est le début de vie. Alors, évidemment, nous avons la façon dont la maman va s'alimenter, mais également, et je suis très contente que ce soir, j'ai été invitée notamment par Christelle, qui est sage-femme, et Dieu sait qu'elle pourra vous le répéter aussi. L'important, c'est aussi comment vous naissez. Alors, sans critique aucune, chacun peut accoucher comme il peut, n'est-ce pas? On ne choisit pas toujours, mais sachez que l'accouchement par voie basse, c'est celui qui va apporter le plus de bienfaits à l'enfant. Alors, jetons un petit coup d'œil. Un enfant qui passe par les voies basses, en fait, va entrer en contact, il va avaler une partie de la flore, justement, vaginale, qu'il va rencontrer en sortant dans le monde. Et donc, ce microbiote va être constitué principalement de lactobacilles. Donc, je vous invite à retenir le mot lactobacilles. Un enfant qui va naître par césarienne ne va pas du tout rentrer au contact avec les mêmes germes. Il va principalement rencontrer les germes cutanés, notamment des staphylocoques. Et on va se rendre compte, à l'évidence, avec les recherches de ces dernières années, que chez les enfants qui ont été principalement au contact de cette flore cutanée, eh bien, il y aura moins de résistance au niveau immunitaire, qui vont développer davantage un terrain atopique, de l'asthme, des rhinites allergiques. Ils vont montrer plus de prédisposition à la maladie cœliaque, c'est-à-dire l'intolérance au gluten dont on a déjà parlé. Et à ceci va se rajouter effectivement aussi la façon dont il a été alimenté. Alors, on va voir ça sur la diapositive suivante. En fait, un enfant qui a été mis au sein ou qui a bénéficié du lait maternel, eh bien, ne va pas du tout être au contact non plus des mêmes micro-organismes qu'un enfant qui va être nourri au lait de vache maternisé, puisque le lait en poudre, ce n'est rien d'autre que du lait de vache qui a été rendu assimilable pour le genre humain. Alors, quand on regarde le camembert de gauche, vous voyez la composition du lait maternel. Juste en regardant la grosse partie qui est vert turquoise, eh bien, on va se rendre compte que la composition du lait maternel est faite à 85% de bifidobacterium. Donc, tout à l'heure, on a retenu les lactobacilles. Là, on va retenir le bifidobacterium. Regardez l'équivalent sur le camembert représentant en fait la composition du lait de vache maternisé. Eh bien, ce bifidobacterium tombe à 10%, donc de 85% à 10%. Par contre, on va voir survenir une composition de micro-organismes qu'on ne retrouve pas dans le lait maternel et qui ne correspond pas à quelque chose de physiologique pour un être humain à la base. Voilà. Donc, on va regarder sur la diapositive suivante. En fait, le microbiote, pourquoi est-il aussi important? À l'heure actuelle, on estime qu'il a 4 rôles primordiaux. Eh bien, nous avons déjà un premier rôle qui est un rôle métabolique, c'est-à-dire qui va servir dans les transformations des aliments. Un rôle de barrière aussi, parce qu'il va monter la garde, pas laisser passer n'importe quoi sur le plan physique, mais également un rôle de défense, donc une barrière différente, c'est-à-dire avec nos immunoglobulines, il faut savoir qu'on produit 70% de nos immunoglobulines G, des IgG, à cet endroit-là. Donc, dire qu'on monte vraiment la garde, ce qui passe par la tuyauterie, c'est là où on va principalement faire le tri et dire ça, c'est bon pour l'organisme, ça, on le laisse passer, ça, non. Vous voyez ? Et donc, le quatrième rôle est un rôle de maintenance. Alors, malmené par notre vie moderne, ce microbiote va se déséquilibrer et il va laisser souvent la place à une inflammation qui est responsable d'un espacement entre les cellules de la paroi intestinale. Et comme le disait si bien Pierre Buy tout à l'heure, on va parler d'intestin poreux, en anglais leaky gut.
Et la conséquence, c'est que certains éléments indésirables vont passer cette barrière intestinale pour aller dans le sang, alors que ça ne devrait pas du tout s'y retrouver, entraînant notamment des intolérances alimentaires comme celle au gluten, des allergies, un dérèglement du système immunitaire, des maladies auto-immunes, etc. Voilà. Alors, pourquoi on insiste donc tellement sur le rôle des probiotiques? Eh bien, tout simplement pour essayer de stabiliser cette barrière muqueuse. Donc, les pré- et probiotiques, donc les pré, c'est les précurseurs, vont augmenter la synthèse de mucine, c'est-à-dire ça va protéger, si vous voulez, la surface de cette muqueuse. Ils vont permettre de réduire également l'excès de croissance de certaines colonies bactériennes indésirables. Ils vont permettre de stimuler l'immunité de la barrière mucosale et de synthétiser également ces fameux antioxydants dont nous parlait Pierre aussi pour se protéger de la dégénérescence prématurée des cellules. Alors, la plupart des probiotiques utilisés dans les préparations commerciales, je pense que vous n'allez pas être surpris. Je vous ai demandé de retenir notamment les noms de lactobacilles et de bifidobacterium. Eh bien, ils vont constituer les principales souches utilisées dans les préparations commerciales. On va en trouver d'autres, mais ça va être vraiment le fer de lance de la bataille pour remettre les intestins à flot. Alors, il faut savoir quand même qu'on peut trouver des probiotiques dans notre alimentation, notamment les fruits et les légumes. Mais encore faudrait-il qu'ils soient de qualité, qu'ils soient mûrs, qu'ils ne soient pas pollués. Et on sait aussi que le passage gastrique fait des dégâts. Nous avons une digestion qui se met en route. Donc, beaucoup de produits qui sont perdus dans la digestion et ne sont pas forcément réassimilés par l'organisme. Et donc, il n'y a que 35%, si vous voulez, de ce que vous mangez que vous allez récupérer en définitive. Alors, il y a une étude intéressante de Metchnikov, qui est un scientifique russe, qui a expérimenté et qui a posé un postulat selon lequel, et selon ses observations, les lactobacilles pouvaient avoir des bénéfices sur la santé se traduisant par une augmentation de la longévité. Et à l'inverse, pour lui, le processus du vieillissement pourrait résulter d'une ce qu'il appelle une auto-intoxication intestinale due à certaines espèces toxiques, notamment du genre Clostridium, qui produisent notamment des molécules chimiques qu'on appelle des phénols, des indoles et de l'ammoniac. Et alors, très curieusement, on retrouve aussi beaucoup d'ammoniac et ce genre d'éléments dans le tableau des autistes, sachant qu'en ce moment, il y a pas mal de recherches aussi dans les troubles autistiques. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'on nous dit toujours en naturopathie. Eh bien, Antoine Béchamp le disait déjà, en naturopathie, la maladie n'est rien, mais le terrain, c'est tout. Et on revient toujours sur le fait que la maladie n'est pas à craindre en soi, mais il faut entretenir le terrain si on veut que le corps puisse réagir et rectifier le tir, parce que notre corps est fait pour la survie, et donc il va toujours travailler dans le bon sens du moment qu'il en a les moyens. Alors, vous voyez qu'en ce moment fleurit énormément de littérature, plus ou moins sérieuse ou non, mais le microbiote, c'est vraiment un sujet à la mode. D'ailleurs, il y a un livre que j'affectionne beaucoup, que je vous ai mis en photo à gauche, de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin, que je trouve très bien expliqué. Alors, on parle souvent du deuxième ou du premier cerveau. Moi, j'ai envie de dire que c'est le premier, mais nous allons voir un petit peu plus loin. Pourquoi ? Alors, en naturopathie, on rappelle que le corps est régi par deux grands systèmes, le système hormonal et le système nerveux, qui sont étroitement imbriqués. Et selon leur faiblesse, on va observer ce qu'on appelle une dégénérescence, plutôt d'un côté, c'est-à-dire vers l'amaigrissement, ou plutôt vers la prise de poids, selon qu'on est plus conditionné par le système nerveux ou si on a un système hormonal qui va être plus ou moins prédominant. Mais il ne faut jamais oublier que c'est des interactions permanentes
et on va trouver des pathologies qui s'y rattachent, qui sont plutôt liées soit au système nerveux, soit au système hormonal. Par contre, ce que je trouve toujours à déplorer, et c'est pour ça que j'ai quitté aussi le monde de la pharmacie pour m'intéresser plus à la prévention, eh bien, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers un monde de spécialisation et au risque d'omettre en fait de faire des liens. Alors, en prenant l'exemple de l'autisme, on connaît actuellement à peu près 150 mutations génétiques qui peuvent y être liées et qui peuvent altérer les connexions neuronales. Alors, il y en a une en particulier qui peut modifier ce qu'on appelle la liaison velcro entre les neurones, c'est-à-dire une liaison qui va maintenir en contact étroit les neurones et qui va permettre en fait une bonne transmission de l'influx nerveux et de la communication entre deux cellules nerveuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que cette mutation affecte autant les neurones et la liaison au niveau du cerveau qu'au niveau de l'intestin. Alors, cette recherche, elle montre que cette mutation affecte entre autres le nombre de neurones aussi dans l'intestin grêle, les contractions intestinales, la vitesse à laquelle la nourriture se déplace dans l'intestin grêle. Les différences sont significatives dans les microbes intestinaux et dans le microbiote. Les réponses au GABA, c'est un neurotransmetteur qui est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et qui est relaxant, va être modifié, ces réponses vont être modifiées autant au niveau du cerveau qu'au niveau intestinal. Donc, on voit que ça se passe vraiment, pas juste à un étage, mais à tous les deux. Voilà. Et donc, quand on regarde de près, que ce soit dans l'autisme où on fait pas mal de recherches, que ce soit au niveau des recherches sur Alzheimer, que ce soit au niveau de la dépression, on se rend compte de plus en plus que ce microbiote est vraiment fondamental dans un équilibre général physique et mental. Alors, dans d'autres études, on a vu notamment une étude flamande, donc notamment dirigée par le microbiologiste Jeroen Res, qui a fait une étude dans le Nature Microbiology. On a découvert que le microbiote intestinal des patients atteints de dépression était dépourvu notamment de deux bactéries, Coprococcus et Dialister. Donc, vous voyez, dans certains cas, vous avez des microbes en trop, des fois, il en manque. Il y a d'autres études qui ont montré que le microbiote est responsable à lui seul. Alors, retenez bien, c'est hallucinant comme chiffre. Il est responsable à lui seul de 80% de notre production de sérotonine, bien connue sous le nom d'hormone du bonheur, et de 50% de notre production de dopamine, hormone du plaisir, du sommeil et de la mémoire. Et moi, je peux vous dire que dans mes consultations, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en manque de dopamine, qui ont des syndromes un peu parkinsoniens, qui ont des troubles de l'attention, des troubles de mémoire. C'est super intéressant et on revient toujours à ce microbiote. Il a vraiment un rôle fondamental à continuer vraiment à étudier de près. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire que les intestins, c'est notre premier cerveau parce que vraiment notre équilibre psychologique en dépend grandement, comme on a pu voir ici. Alors, il y a également, notamment à Melbourne, des équipes qui ont fait des tentatives de transplantation de microbiote fécal à partir de microbiote de personnes en très, très bonne santé, en très, très bonne forme. Et on a également observé que, notamment dans les troubles autistiques, pour revenir à ces études-là, parce qu'il y a pas mal d'études disponibles dans ce domaine à l'heure actuelle, que ce microbiote fécal transplanté de bonne qualité permettrait de réduire d'environ 50% les symptômes d'autisme. C'est énorme. Voilà, donc pour vous montrer quand même le lien qu'on a, qui est ultra important entre intestin et cerveau, dans tout ce qui est troubles neurologiques. Voilà, donc en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, les troubles neurologiques ont vraiment un lien très, très, très étroit avec l'alimentation.
comme on a parlé Pierre tout à l'heure, comme on en a parlé tout à l'heure aussi par rapport aux métaux lourds. Alors, la consommation d'eau de qualité aussi est absolument fondamentale parce que sans eau, eh bien, on n'arrive pas à fonctionner comme il faut. Et ce que je voudrais également, ce sur quoi je voudrais vraiment attirer votre attention, ceci de la conception à la fin de la vie. Ça ne commence pas à la naissance, ça commence déjà au moment de la conception. Et donc, la recherche se poursuit intensément sur ce sujet et j'en suis absolument ravie. Et donc, à l'heure actuelle, les pré- et les probiotiques tiennent vraiment une place très, très importante. Ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Et effectivement, dans les pré- et probiotiques naturels, eh bien, vous avez la spiruline qui est vraiment un trésor. Donc, vous pouvez également faire appel à des fruits et des légumes, mais il vous en faudra beaucoup pour arriver à la qualité obtenue en prenant juste un peu de spiruline. Et c'est vraiment fondamental pour une bonne santé physique, c'est-à-dire pour pouvoir bien digérer, assimiler, éliminer, pour renforcer l'immunité, mais également pour avoir une bonne santé mentale. Voilà, je vous repasse la main. Merci Brigitte pour toutes ces explications. Eh bien, pour conclure, je tenais à préciser que la santé cellulaire a été mise au point par des scientifiques missionnés par une société française spécialisée dans la recherche et le développement des microalgues et partenaire depuis peu de l'Agence spatiale européenne. Pierre Buy vous en a parlé aussi. Alors, je vous propose de prendre quelques questions du chat, si nous pouvons en mettre quelques-unes ou les évoquer. Il y a peut-être des choses qui méritent. Oui, Christelle, j'en ai. Vas-y. Alors, la première question, c'est où peut-on trouver de la phycocyanine de cette qualité ainsi que l'eau dont vous parlez? Alors, donc vous avez compris, ce soir, on ne veut pas faire une conférence commerciale. Le but, c'était pas ça, c'était vraiment de vous partager une ouverture d'esprit pour accompagner ces enfants. Par contre, nous sommes, toutes les personnes qui vous ont invité sur cette conférence, nous sommes, nous sommes spécialisés en santé cellulaire et nous sommes accompagnateurs dans la santé cellulaire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de revenir vers la personne qui vous a invité, vous retrouverez les liens. De là, nous vous proposerons un bilan, alors qui n'engage à rien du tout. Moi, j'ai fait des bilans avec des gens qui finalement ont eu quelques petites inquiétudes et puis qui n'ont pas souhaité débuter. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et puis ces personnes sont revenues vers moi secondairement aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous propose un bilan. Le bilan, il se fait par téléphone avec les items que l'on établit ensemble. Et ensuite, à la suite de ça, eh bien, on vous conseille sur les produits que l'on trouve sur Internet par la boutique du distributeur. Voilà. On ne parlera pas plus des produits ce soir parce que je ne veux pas partir sur le côté commercial, mais effectivement, ces produits, la qualité de ces produits, c'est la société qui les commercialise qui en assure la qualité. Retenez la culture en photobioréacteur, il n'y a que cette spiruline-là qui est issue de cette culture. Donc, pas de confusion et surtout, rappelez-vous de ce que Béatrice vous a dit, on ne se rassure pas avec du biologique sur la spiruline, ce n'est pas du tout un gage de qualité. Voilà, donc là, je pense que chaque personne retrouvera la personne qui l'a invité pour faire un bilan et reparler de tout ça de façon précise et de façon personnalisée surtout. Conférence est maintenant terminée. Elle se voulait informative, vous l'avez compris. Il s'agissait d'organiser une rencontre interprofessionnelle aussi afin de vous donner à tous une nouvelle piste de réflexion pour améliorer le confort de vie de ces enfants en l'associant à vos pratiques professionnelles ou en la proposant aux parents qui auront une solution supplémentaire. Donc, c'est là qu'on en vient à parler de la question du chat. Merci à tous de prendre 3 secondes pour répondre à la question apparue dans le chat, si on la voit venir. Donc, nous sommes là pour vous accompagner à mettre en place les 5 piliers de la santé cellulaire. Ça, vous l'avez compris, on l'a dit, car la prise des molécules se fait dans un ordre précis, avec une bonne synergie et un bon dosage, et selon les différentes problématiques. Voilà. Ce suivi, il est indispensable, il est gratuit et il durera le temps nécessaire.
Un Christelle, bilan, oui, un excuse-moi. bilan de conseil n'engage en rien. Vous êtes libre de nous contacter et puis s'il n'y a pas de suite, il n'y a aucun problème. Christelle, juste parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'eau filtrée, j'ai déjà répondu. Et Christelle l'a déjà dit, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité. Voilà. Et toutes les réponses et qui pourra vous les donner. Voilà. Et je vous remercie d'avoir écouté. Ce sera plus simple, effectivement, que chacun revienne. Comme ça, cette personne pourra vous expliquer comment obtenir effectivement ce système de filtration. Hein. On l'a vu, il améliore les enfants, mais vraiment, mais pas que les enfants, hein, tout le monde. Et vraiment, c'est vrai qu'il est important. Et d'ailleurs, on va toujours commencer par l'eau. Hein. Ça, on le fait chez les enfants autistes, mais on le fait sur toute personne. L'eau est le point de départ de tout. On l'a mis dans la base de la structure de ce concept santé cellulaire. On hydrate bien tout le corps, on le nettoie dans un premier temps avant d'attaquer les étapes suivantes. Alors, donc voilà, reprenez contact avec la personne qui vous a invité sur cette conférence, qui vous accompagnera pas à pas. Je pense que nous pouvons conclure maintenant. Nous vous remercions tous pour votre attention. Nous nous excusons de ces problèmes de connexion et là, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont du mal à se connecter par le lien. On a eu quelques diapos qui ont été un petit peu floues. On essaiera de refaire peut-être un enregistrement propre pour transférer si ça peut aider d'autres personnes. Donc, je tiens à remercier vraiment chaque personne ayant participé activement à la préparation de cet événement. C'est le travail de toute une équipe et ce durant plusieurs mois. Et la motivation de chacun a vraiment été de pouvoir aider plus de familles dans leur parcours si difficile. Alors, merci, merci, merci à tous et nous vous souhaitons une agréable soirée.